Boom boom crash crash 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 tat-tat-tat-tat. Bonjour, nous sommes donc très contents de vous accueillir pour cette première émission sur la bande dessinée. Pourquoi avons-nous accepté cette émission ? Toi, par exemple, pourquoi l'as-tu accepté ? Par amitié pour toi. Par amitié pour moi. C'est tout. Alors moi, je l'ai accepté pour une autre raison. Évidemment, c'est le premier vrai espace de liberté qu'on nous donne vraiment sur la bande dessinée. Une émission où on va pouvoir s'attarder, parler avec des auteurs, parler un petit peu des coulisses de ce métier. On espère qu'on va réussir à vous intéresser avec ça. Surtout une émission sans journalistes, parce qu'on déteste les journalistes. Oui, aussi. Non, c'est pas ça ? Je ne sais plus. Je ne sais déjà plus. Et évidemment aussi, peut-être de tout autre sujet, à côté, un petit peu de la création, parler un petit peu de la vie des auteurs. C'est tout à fait vrai. Il nous manque une émission sur la bande dessinée depuis toujours, une vraie émission intelligente et drôle. Donc moi, je suis le côté drôle, il sera le côté intelligent. Donc on va essayer de rester. T'as pas l'air d'y croire, hein. Non, on va voir. Allez, on présente nos invités. Puisque c'est toi le côté drôle, vas-y, présente les invités. Émile Bravo, qui est ici, va nous parler de Spirou. Marc-Antoine Boisdin va nous parler, à la fin de l'émission, de Syndicat, de l'année de la bande dessinée 2020. Nous avons Thomas Kotlarek. Voilà, c'est un nom un peu compliqué à prononcer. Donc Thomas Kotlarek, qui est scénariste, qui lui aussi va nous parler de bande dessinée, une bande dessinée aux éditions du Lombard. Tu vois, moi je montre les bandes dessinées, qui s'appelle Une histoire de France. Et puis bien sûr Sandrine Revel, qui est venue pour nous parler de Tom Thomson, qui est sorti aux éditions d'Argo. Et on va commencer par commencer par Sandrine. Parce que... Pourquoi par elle ? Parce que moi, je me suis dit qu'on mettait le sujet le plus intéressant au début pour que les gens accrochent, quoi. Non, c'est pas ça ? Voilà. Et donc, on va parler peinture et bande dessinée. Voilà. Parce que Tom Thomson est peintre. Bon, alors je suis très content de parler de cet album, parce qu'il m'a permis de découvrir un peintre qui s'appelle Tom Thomson, qui est un peintre canadien, et qui est manifestement un très grand peintre, qui n'est pas connu chez nous en France, mais qui est manifestement un très grand peintre, puisqu'il a inspiré derrière toute une école. Je te laisse tout un mouvement, voilà, je te laisserai en parler un petit peu plus. Sur le groupe des 7, c'est ça ? Ouais. Le groupe des 7. Mais ce que j'aimerais bien, si tu veux bien, c'est que tu commences à nous expliquer comment tu as rencontré, on va dire, son œuvre. Alors, je l'ai rencontré à l'époque quand je travaillais sur l'album Glenn Gould, pareil, aux éditions d'Argo. Toujours aux éditions d'Argo. J'ai fait plusieurs allers-retours à Toronto et là-bas, il y a un musée qui dédie une salle, même 3 salles, je crois, à son œuvre, à Tom Thomson. Et quand je voyage, j'aime bien faire les musées de la ville où je suis. J'ai découvert donc ce peintre à ce moment-là, donc ça fait à peu près 5-6 ans. Je me permets de te couper 2 secondes, mais il est vraiment très très connu là-bas. Hein. Là-bas, c'est un des plus grands artistes que le Canada ait produit. Pourquoi est-il connu ? Alors pourquoi est-il connu ? Parce qu'il a inspiré tout un mouvement et puis il a amené la peinture canadienne au modernisme, on va dire, à l'art contemporain. Comme je ne le connaissais pas, ce peintre, après avoir lu la BD, je suis allé un petit peu regarder sur le net. Ce que tu me confirmes, c'est tout le temps des paysages. Je n'ai pas vu un seul tableau avec des personnages. Alors, il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est très rare. Il s'est vraiment concentré sur la nature, c'est ça ? Oui, alors il se trouve qu'il n'était pas très doué à peindre les personnages. Donc, il était même très mauvais. Ouais. Ah oui, j'ai vu les carnets. Non, c'est vrai que il s'est plutôt concentré sur le paysage. Alors qu'avant de faire de la peinture, il travaillait dans la pub et il a dû à ce moment-là, j'imagine, réaliser des personnages, mais en peinture, il n'était pas convaincu de ce travail-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a réellement existé en tant que peintre 5 ans uniquement. Et en 5 ans, il s'est imposé comme étant le peintre canadien. Oui, c'est ça. C'est une trajectoire en fait assez particulière, puisque donc il n'a vraiment pas que 5 ans. Et puis il y a une mort. Et sa mort est est arrivée dans des circonstances assez étranges qui sont pas complètement résolues. Non, toujours pas. Et en fait, j'imagine que c'est au-delà de sa peinture, sa vie aussi qui t'a donné envie de. Sa vie et cette mort, qui reste encore aujourd'hui un mystère et qui passionne encore certains Canadiens qui mènent encore l'enquête pour connaître une fois de plus la vérité, quoi. Enfin, il y a des vérités qui circulent, mais on n'a pas Donc encore. En fait, tu t'es mis à la place de ces gens-là, d'une certaine manière. Tu as créé quelques personnages.
Non, je ne les ai pas créés, ça a réellement existé. Ces personnages-là ont vraiment existé. Ouais, les deux qui apparaissent dans les années 50, c'est un témoignage écrit de 4 personnes qui ont mené l'enquête à cette époque-là. Ouais. Donc puisque c'est une enquête, il y a aussi un fonctionnement un petit peu policier dans ce bouquin, avec à la fin une révélation qui tombe. Il y a une révélation. Une petite révélation. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a donné envie, quelle est l'impulsion qui t'a fait dire « je veux faire un livre sur Tom Thomson ». À l'époque, donc il y a 5-6 ans, je m'intéressais beaucoup aux peintres qui peignent sur site, qui partent avec chevalet au poignet, à l'épaule, et puis qui peignent donc sur site. Et moi, ça m'a fait totalement fantasmer. Je me suis totalement projetée dans ce personnage. Je me voyais déjà partir en expédition pour peindre sur chevalet. Il y a aussi ce mystère, puis le fait qu'il est vraiment explosé en 5 ans. Moi, je trouve ça incroyable aussi que tout d'un coup, on décide... lui, il sortait de la pub, donc il avait travaillé dans des agences comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a une révélation. Il se sent devenir peintre et en 5 années, il produit plus d'une centaine d'esquisses et je ne sais pas combien de tableaux, mais c'est énorme. Bon, il est mort jeune, il est mort à 40 ans, donc ça aussi, s'il avait survécu à cet accident ou à ce meurtre, on ne sait pas, ou à ce suicide, puisqu'il y a plusieurs hypothèses, que serait-il devenu? Est-ce qu'il aurait fini par être connu ici en Europe? C'est toutes ces petites choses qui m'ont attirée chez ce personnage-là. Bon, alors, maintenant, si tu veux bien, on parle un peu de ton travail, en fait. Donc, comment tu t'y attelles? On a un peu parlé, toi et moi, au téléphone. Donc, par exemple, tu m'as dit que tu avais commencé, si j'ai bien compris, par une scène qui est en fait au milieu de l'album. Déjà, c'est vrai que je ne suis pas une scénariste, je ne suis pas quelqu'un qui écrit, moi je suis quelqu'un qui dessine. Donc j'avais une colonne vertébrale, je savais à peu près ce que je devais raconter, mais c'est jamais figé. J'ai mes intentions qui sont écrites et je suis plutôt mes intentions, et la colonne vertébrale me sert juste pour ne pas oublier certains moments de l'histoire qui sont importants. Et donc j'ai commencé par la séquence qui se trouve donc, je sais pas, dans page 80 ou quelque chose comme ça. La séquence où ça se passe en 1912 dans la baie géorgienne en automne. Et il est avec son camarade William Brohead, et là ils sont en expédition. Ils sont partis 2 mois en expédition pour peindre. Et le canot chavire et il perd tout. Il se fait une grosse frayeur, mais il perd une grande partie de ses esquisses. Et c'est un photographe aussi, on est en 1912, donc il commençait à prendre des photos. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, il prenait autant de photos. Et il perd toutes ses photos, et il perd les vivres et tout ça. Et donc je voulais commencer par cette séquence, comme pour montrer que la fragilité aussi, le côté superbe de la nature, et puis cet instant où tout bascule, où on peut perdre la vie, mais aussi son travail. Et c'est peut-être aussi une peur inconsciente pour ma part quand je travaille, c'est quand je suis en cours de réalisation, peut-être que vous aussi, c'est à un moment donné un gros bug dans mon ordinateur, aucun archivage, et je perds tout par exemple. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Comment je dois réagir? Est-ce que je dois recommencer et refaire la même chose, ou est-ce que cela m'oblige peut-être à reprendre les choses différemment? Donc c'est un petit peu mon processus en fait de création. Là, c'est pas le cas, mais est-ce que tu peux aller jusqu'à abandonner une scène, laisser des pages sur le côté, recommencer complètement, abandonner? Oui. Pour cet album, j'ai dû faire je sais pas combien de fois recommencer et abandonner 80 planches, je crois, en tout, sur cet album. Les planches sont payées. Tout le monde rigole, évidemment, elles ne sont pas payées. Mais non, elles ne sont pas payées. L'attaché de presse est là, tu veux qu'on passe un message à l'éditeur? C'est parce que c'était pas des pages de découpage, parce que souvent on fait une esquisse. Non, c'est des crayonnés bien avancés, même donc des fois de l'ancrage même. D'accord, 80 pages. Oui, 80 pages, ouais.
Mais oui, mais parce que Parce que tu travailles à l'influx, c'est-à-dire que tout à fait, commences et à tu vois comment ça se l'intuition. déroule. Ouais, à l'intuition. Et l'écriture pour moi c'est le dessin. Et donc, donc quand je termine une séquence, elle m'amène à une autre, et au final, je vois si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. J'essaie de changer. Je te crois, mais en même temps, tu as une structure qui est très très intéressante dans ton livre, dans la mesure où on part d'un endroit temporel de l'histoire de Tom Thomson, et puis on régresse petit à petit avec Tom Thomson dans son passé, de plus en plus loin dans son passé, alors qu'en même temps, on va de plus en plus loin dans le futur avec ses amis qui continuent. Donc ça, c'est pas improvisé. C'est arrivé quand ça? Non, c'est pas improvisé, mais il y a quand même de l'inconscient, parce que au final, je me suis dit, mais c'est ces 4 personnes là qui creusent pour essayer de trouver cette vérité, et ce décompte qui se fait dans l'album où on rejoint petit à petit la genèse de cet homme qui donc on le retrouve enfant, et c'est là où on atteint une certaine vérité. C'est à ce moment-là qu'on atteint une certaine vérité. Donc, et ça, eh bien, ça c'est venu après avoir recommencé plusieurs fois mon travail. C'est venu vraiment dans un acharnement comme ça, à essayer de trouver justement un sens, et le sens que je n'ai pas forcément au départ. Moi, je voudrais qu'en dernière question, on évoque la fin, en fait. Parce que, donc, si on va sur Wikipédia, ce que j'ai fait, on lit que la mort de Tom Thomson n'est pas vraiment résolue, n'est pas vraiment connue. Pourtant, toi, tu donnes une mort. Donc, tu donnes une explication à sa mort. Donc voilà, je voulais savoir que tu nous dises, est-ce que c'est complètement inventé? Est-ce que malgré tout, cette piste existe Alors, cette piste, pour les historiens? Cette piste existe, parmi d'autres. Moi, je trouvais intéressant quand même de terminer sur une vérité, qui n'est pas la seule, mais en tout cas d'un témoignage de cette femme qui se souvient, et on lui a rapporté. C'est là où c'est un peu ambigu, c'est-à-dire que ça peut pas. On lui dit, vous me croyez si vous le voulez, mais on m'a rapporté que voilà. Donc ça fait, c'est pas elle directement qui a été témoin. Donc elle a entendu dire d'une de ses. En plus, il se trouve que c'est la femme du supposé assassin, donc qui lui a raconté tout ça. Donc on a envie d'y croire. Seulement, ce que je n'ai pas noté dans l'album, il y a quand même encore un doute sur cette version-là, parce que on n'a pas la date exacte de sa mort, et cette femme a l'air de dire que ça s'est passé tel jour, alors qu'on l'a vu le lendemain pêcher tranquillement avec une personne. Donc Tom Thomson, esquisse d'un printemps aux éditions d'Argo. Et on va continuer avec quelqu'un de Bordeaux, comme toi, qui est né à un jour d'intervalle. Qui est né le 4 octobre, je suis son aîné, ouais. Tu as un jour de 24 heures de différence. Donc on va continuer avec David Prudhomme, qui a été interviewé chez lui. Je tiens à dire simplement que ce livre-là, pour moi, il est formidable. J'ai mis 2 pages à rentrer dedans, parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait faire. Et au bout de 2 pages, j'étais comme un fou, parce que c'était super bien. C'est une espèce de mélange entre Jacques Tati et Marcel Pagnol. On se retrouve avec des espèces de branquignoles de comptoirs de café qui décident d'aller repeindre la cuisine du shérif qu'un des personnages. Et c'est un ravissement. C'est son surnom. Oui, bien sûr. C'est son surnom. Parce que ça se passe en France. Voilà. Donc on va retrouver... Mais moi, je voudrais juste dire un truc avant. Oui. C'est un truc qui n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais en ce qui me concerne, David Prudhomme est un des dessinateurs qui me semble le plus avoir la grâce parmi tous les dessinateurs. Alors chacun a un peu sa spécialité, mais lui, ça a l'air vraiment de sortir comme ça. J'imagine évidemment que derrière, il y a un travail énorme, mais chacun de ces bouquins, pour moi, c'est vraiment un petit régal des yeux. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tout ce talent à dessiner des personnages, dessiner des trognes, tout ça. En fait, il met vraiment au service d'une histoire. Ça, c'est très important. C'est son histoire, en plus. C'est un personnage qui existait dans son village, et c'est lui, enfant, il se dessine lui-même. Il se dessine lui-même, même si c'est plutôt la biographie de ce personnage, le shérif. Voilà. Donc, alors, on m'annonce que c'est pas tout à fait David Prudhomme qui est interviewé, c'est Michel Blanc qui prend sa place, mais on reconnaît un peu, quand même. L'Oisivray, c'est une balade de 130 pages où on suit un personnage qui s'appelle Roland et qu'on surnomme le shérif. Ce personnage du shérif, il est inspiré d'un voisin que j'ai croisé quand j'étais enfant, adolescent aussi. Chez lui, c'était un peu le royaume de l'inertie tout de même, mais une inertie qui avait une force
centripète, c'est-à-dire qu'elle attirait beaucoup de monde autour de lui par son esprit. Cette histoire raconte la sidération que j'ai subie, sentie à l'époque, en voyant cet incroyable bonhomme qui avait beaucoup d'esprit. À une époque, je pensais que c'était un petit Socrate de campagne, mais il n'était pas aussi philosophe que lui, mais un petit peu quand même, un peu philosophe. Des éléments structurants, j'allais dire, dans la vie de ces personnages-là, c'est se retrouver au bistrot, au marché aussi, cuisiner ensemble, manger ensemble, une bonne omelette, du chocolat, enfin tout ce qu'il faut pas, quoi. Et puis accompagné de rouge. Ça, c'est des choses que mes grands-pères allaient vivre chez Roland, le shérif. Ils allaient là-bas. Moi, ça me fascinait d'imaginer ce qu'ils pouvaient se raconter, quoi. Alors j'y suis allé de temps en temps, mais pas en suivant pas le même régime qu'eux, quand même. Évidemment, j'ai tout de suite vu que c'était un personnage. Et assez vite, je me suis dit que ça serait un bon personnage de BD. Je suis fasciné par les visages, les rides, et ça, je l'accentue un peu naturellement, sans vraiment me forcer, quoi. Donc là, j'y suis allé vraiment, non pas avec le dos de la cuillère, mais avec force pour tailler un peu des grandes structures de visage un peu outrées. Mais ce sont des paysages, en fait. Tous ces visages burinés, travaillés par diverses affres de la vie. On va enchaîner avec Émile Bravo, qui n'a pas besoin de vitamine B, parce qu'il est tout le temps en vadrouille, à gauche, à droite, il aime le soleil, il aime ne pas faire de bande dessinée. À gauche, à droite, on dit à droite plutôt quand même, non? Ici, on dit à gauche. Ah non, à gauche, d'accord. Émile, on se connaît depuis très longtemps. On a travaillé dans le même atelier dans les années 90. Et oui. Un truc qui m'a fasciné chez toi, c'est que tu es un vrai auteur de bande dessinée. Et malgré tout, contrairement à d'autres auteurs que je voyais comme Johann Sfar ou d'autres, qui avaient toujours des carnets avec eux, qui dessinaient tout le temps, même à table, même en vacances, toi, une fois que tu as fini ta page, c'est terminé et tu vas faire autre chose. Tu aimes la vie, en fait. Quel rapport avec Spirou? On va y venir. On va y venir, d'accord. Okay. Non, mais c'est important, c'est vrai que je dis souvent que je suis non, pas... parce que vous n'allez pas nous raconter non, tous mais vos non, vieux c'est bon. souvenirs, hein, d'accord, on est là. Parce que... Je dis souvent, en fait, je me considère pas comme un dessinateur. Je suis un auteur et je me sers du dessin pour raconter mes histoires. Donc, je pense qu'un vrai dessinateur, ce que j'appelle, moi, un dessinateur, enfin, au sens artistique du terme, c'est vraiment des gens qui ont leur carnet et qui, dès qu'ils voient une séquence, quelque chose, en fait, qui veulent, enfin, qui les émeut, bah, ils sortent le carnet et ils essayent de croquer, en fait, le moment. Tu es un vrai dessinateur, mais de bande dessinée. Ben en fait, non, moi je suis un écrivain. En fait, je me sers du dessin pour raconter des histoires. Et donc, même pas comme un vrai dessinateur de bande dessinée. Non, du tout. Non, même pas. Non, mais c'est, moi, quand j'ai rien, comme je dis souvent, quand j'ai rien à raconter, je dessine pas. Pour moi, c'est aussi absurde que de me mettre à écrire des phrases comme ça en tant qu'écrivain. Non, moi non plus, en fait, quand j'ai rien je parle un peu de moi. Moi non plus, quand j'ai rien à raconter, je ne dessine pas, mais j'y accole quand même le mot dessinateur. Mais c'est vrai que tu es auteur complet, donc. L'histoire arrive avant, toujours, c'est ça, par exemple? Oui, ça démarre jamais sur une envie de dessin, ouais, même la fin. J'ai envie de raconter quelque chose, mais c'est surtout qu'ensuite, une fois que quand je développe, quand j'écris, obligatoirement, enfin, les mots viennent, mais les situations viennent en même temps. Enfin, moi, je dessine sur une feuille un A4 tout bête, et je fais mon découpage, mais en fait, je suis dans mon histoire, je joue mon histoire, et je m'imprègne des personnages, et tout ça vient très rapidement avec un crayon bleu, d'ailleurs, parce que si j'avais fait ça avec un crayon à papier, ce serait très brouillon, ce serait très sale, mais un crayon bleu, mais le texte et le dessin viennent en même temps, en fait. C'est ma vision des choses, quoi. Et donc voilà, et c'est pour ça que je ne me considère pas vraiment comme un dessinateur, hein, quand je vois vraiment ce qu'est un dessinateur. D'accord. Donc il y a 10-12 ans, tu as commencé à faire un album qui s'appelle Le Journal d'un ingénu, une aventure de Spirou. Ça devait être un seul album. Et oui. Et qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, non, il y en a un deuxième, puis un troisième, puis bientôt un quatrième, et un cinquième? À part le goût de l'argent. Bien sûr, très important. Non, effectivement, au départ, il y avait une collection qui s'était créée qui s'appelait Une aventure de Spirou Fantasio par un auteur, où il demandait à des auteurs de faire leur Spirou. C'est vraiment un travail personnel, quoi. Il ne s'agissait pas de rentrer, en fait, dans le cahier des charges de Spirou, de suivre la série.
Et moi, quand on m'a contacté à cette époque-là, on me disait, bah voilà, cette collection, c'est une collection de one-shot. À chaque fois, on demande à un auteur de faire son Spirou, si ça l'inspire, s'il a quelque chose à dire. Moi, c'est comme ça. Enfin, c'est très important de savoir que l'éditeur, à ce moment-là, quand il est venu me voir, il m'a dit, est-ce que tu as quelque chose est-ce que ça te parle, Spirou, et est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce personnage? Et là, bon, bah voilà, j'avais effectivement quelque chose à dire en rapport avec mon enfance. Et donc voilà, ça devait être un one-shot, c'est ce que j'ai fait. Mais par la suite, cette collection a évolué. Il y a des auteurs qui sont mis à faire plusieurs albums. Et c'est vrai que mon éditeur m'a dit, Benoît Fripia m'a dit, plusieurs années après, il m'a dit, écoute, si tu as encore quelque chose à dire sur Spirou, n'hésite pas. Et donc là, effectivement, comme j'avais fait une première histoire qui se terminait... quand un gamin en fait, s'éveillait à la vie et quand une guerre commençait, je me suis dit, bah, on peut développer, quoi. Maintenant, on va le construire, ce gamin, et puis on va expliquer ce qui s'est passé pendant cette époque, il y a 80 ans. Parce que toi, tu es un auteur qui aime bien passer des messages dans tes albums, dans les aventures épatantes de Jules, déjà. À chaque fois, il y a une thématique assez forte, et tu essaies d'éduquer la jeunesse, mais de manière amusante et pédagogique. Donc, quand tu t'attaques à dire, voilà, maintenant, je vais faire une histoire, mais j'en ai au moins pour 350 pages. Mais je ne savais pas. Tu ne savais pas? Je ne savais pas combien ça allait faire de pages. Tu savais ce que tu voulais dire. Tu savais oui, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Déjà, je voulais parler de cette époque-là. Et en fait, en gros, moi, ce dont je parle, et d'ailleurs, c'est ce que je fais aussi quand je fais les épatantes aventures de Jules, je parle de la construction d'un enfant, en fait. C'est ça, c'est expliquer aux gamins qu'au départ, ben, voilà, on atterrit dans un monde en fait, qu'on ne connaît pas, et il va falloir en fait, trouver sa place en fait, dans ce monde-là. Et j'essaye quelque part de le rassurer un peu en lui disant, bon, bah, déjà, garde ton sens de l'humour, c'est très important en fait, pour évoluer. Et puis après, bah, d'expliquer qu'à travers des personnages, que ce soit Jules, qui est un jeune adolescent qui n'a pas de super pouvoir, ou Spirou, qui est au départ, en fait... Voilà, ce qui est important, en fait, je me permets de te couper, mais c'est d'expliquer que tu prends Spirou un petit peu avant... Oui, c'est l'avant. Un peu avant le personnage qui est connu par à peu près tout le monde. Avant que ce soit un aventurier. Voilà, avant que ce soit un aventurier, et donc au moment de ça... plus ou moins sa rencontre avec Fantasio. Oui. Et donc, c'est vraiment un enfant à ce moment-là. Et c'est ça qui me paraît intéressant, en fait, à raconter, c'est de dire, en fait... Donc, c'est l'enfance de Spirou, d'une certaine manière. Ouais, la préadolescence, l'adolescence. Voilà. Et c'est un petit peu expliqué que, quand on voit ça se passe dans les années 30, 40, et en fait, c'est de dire, voilà, on est dans cette époque-là, on a un enfant... et qui est groom, c'est-à-dire en fait au niveau zéro de l'échelle sociale, quoi. Et comment ce garçon devient un aventurier, parce qu'en fait c'est ça en fait qui moi me titillait quand j'étais enfant. Je me disais mais c'est un groom, c'est un aventurier, mais pourquoi il est habillé en groom? Est-ce qu'il travaille dans l'hôtel? Et on me dit que c'est un journaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais savoir, j'aimerais expliquer ça, j'aimerais qu'on me l'explique. Donc finalement, quand on m'a donné l'occasion de raconter une histoire de Spirou, comme je dis souvent, je parle à l'enfant que j'étais et je lui dis, je vais te raconter le truc. Voilà. Oui, mais tu racontes pas vraiment... Enfin oui, tu racontes l'histoire d'un jeune enfant qui découvre le monde. Il y a un monde en 40 où c'est pas très très joli, mais j'ai l'impression que ta thématique de base, quasiment dans tous tes albums, c'est la bêtise humaine. Ah oui, bien sûr. La bêtise, c'est insondable, c'est pour ça qu'il y a plein d'albums à faire, il y a encore plein d'histoires à raconter. Donc là, à travers le nazisme, à travers la lâcheté des habitants de Bruxelles, à travers plein de choses, c'est la bêtise qui vient là. Même entre sols, quand il se retrouve à aller voir s'il y a une bombe au sous-sol qui avait été larguée par les Allemands, et qui va juste taper dedans comme ça pour voir si c'est vraiment une bombe et que ça explose, c'est vraiment juste de la grosse bêtise. Oui, mais en même temps, c'est la disparition aussi d'un personnage de bande dessinée. Effectivement, c'est un gag. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il disparaît sous la forme d'un gag, mais en même temps c'est gravissime, il est mort, quoi. Ça veut dire que dans les albums de Spirou habituels, il n'y a pas de mort, de vraie mort? Non, il n'y en a pas, comme dans Tintin d'ailleurs. Alors je voudrais vraiment me permettre de faire une précision. En fait, ce que je trouve incroyablement bien réussi, c'est pas toujours le cas. En fait, c'est que généralement, quand on prend un personnage qui existe déjà et qu'on fait des one-shots à partir de ce personnage, il y a deux possibilités. En fait, je trouve que la plupart du temps, ça peut tomber dans deux travers. Le premier travers, c'est d'être un peu trop fidèle au personnage d'origine et pas forcément apporter grand-chose. Et parfois, ce qui peut devenir, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ce qui peut devenir un deuxième travers, c'est de faire qu'en fait, l'histoire qui est racontée
pour être l'histoire d'un tout autre personnage, pas l'histoire de ce personnage-là. Alors que là, vraiment, moi je trouve que c'est vraiment une grande réussite, c'est-à-dire que ce sont vraiment Spirou et Fantasio, et vraiment pris au départ. Et en fait, tu colles vraiment à la genèse du personnage aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin des rapports qu'avait créé J.G., qui est un des tout premiers dessinateurs de Spirou. Oui, effectivement. Mais pourquoi ? Parce que justement, j'ai non pas suivi la série, j'ai fait l'avant personnage. Donc c'est là où en fait vraiment on a beaucoup plus de liberté voilà. Après, si vous regardez bien, en fait, finalement, est-ce que ça aurait pas pu être un autre personnage que Spirou ? C'est effectivement lui, quoi qu'il en soit, parce qu'on est dans l'esprit de Spirou. Mais après, notamment en plus dans ce deuxième album, à aucun moment il est habillé avec son costume de groom qui le définit quand même. Là, on le voit à peine. Et on le voit à peine, bien sûr, mais pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que ça pourrait être, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être Tintin. À un moment, d'ailleurs, tu joues avec ça. Ouais. Dans le deuxième album, il y a une espèce de retournement au niveau de la psychologie des personnages, parce qu'on est avec Spirou depuis le début. On voit que c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui veut que les choses soient bien. Et en fait, on se rend compte qu'il est positif, mais il arrive à agir que sur les petits gamins du quartier. Et quand il y a la guerre autour de lui, il devient complètement passif, il ne sait pas quoi faire. Alors que, contrairement à lui, Fantasio, qui lui... on n'a à peu près rien à faire, c'est le premier des deux qui va commencer à, lui, réagir par rapport à l'occupant. Mais c'est normal, Spirou est un enfant et Fantasio est un adulte. Oui, mais Spirou est le héros. Oui, d'accord, mais pas encore une fois. C'est la construction du héros. Donc c'est ça. Et là, pour l'instant, c'est un enfant. Donc pour construire une histoire pareille, il suffit de se replonger dans sa préadolescence. Et à cette époque... Parce que, comme je dis souvent, c'est une époque que je connais assez bien, parce que depuis tout petit, chaque fois que j'ai croisé des gens dans ma vie en fait, qui l'avaient vécu, j'aurais toujours posé des questions à savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant cette époque. Évidemment, c'est un peu le fantasme de tous. On a tous pensé un jour, on s'est dit, qu'est-ce que j'aurais fait moi à cette époque ? Donc l'idée, ça a été quelque part de la vivre objectivement, vraiment de se plonger objectivement sans chercher à être un héros, en se disant, voilà, objectivement, moi, je serais enfant, qu'est-ce que j'aurais fait ? Étant donné, en fait, tous les témoignages que j'ai eus et que je n'ai trouvé aucun résistant, je pense pour nous, ça aurait été la même chose, quoi. On n'aurait rien fait, sans doute. Donc voilà, c'est un petit peu ça dont je veux témoigner. Sauf qu'évidemment, Spirou, il y a des choses qui le motivent aussi pour, quoi qu'il en soit, pour entrer en opposition avec l'occupant, puisqu'il a une petite amie qui est... juive et communiste, donc de fait, sachant que ce sont ses ennemis, les ennemis de sa petite copine, fatalement, il peut que choisir son camp. Mais je garde ce flou qui consiste à dire qu'à cette époque-là, on a peut-être oublié, mais la vie continuait, quoi, pour la plupart des gens. Et c'est un petit peu cette ambiance-là. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, Spirou s'occupe de ses petits problèmes avec ses copains de son âge et un peu moins, et alors que Fantasio, lui, qui est un peu plus âgé, va être à plein pied dans la guerre. Je vais me permettre en fait de couper 2 secondes, poser une question à Thomas. Tu as aussi des personnages qui se retrouvent pris un peu dans cette même époque, hein, notamment dans le tome 1, la période de la guerre. Et je pense au grand-père, là on en parlera tout à l'heure. Et lui non plus n'a pas... Alors il a quelques idéaux, mais il n'a pas des idéaux extrêmement bien encore solides, extrêmement bien campés, le grand-père. Et il est un peu... Au départ, il est un peu pris dans les événements, un peu comme Spirou est pris dans les événements. Donc est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit toi aussi ? Est-ce que tu t'es dit, moi, qu'est-ce que je ferais à la place de cette personne, tout ça ? Oui, ça je me dis. Enfin, à chaque fois qu'on crée un personnage, de toute façon, on essaie de se mettre à cette place-là, bien sûr. Voilà. Et ce personnage-là... par exemple, plus qu'un autre ou pas forcément ? Sur le grand-père, c'est ce qui est le plus difficile. C'est ce qui est le plus difficile, on est d'accord. C'est un personnage compliqué. Pour moi, c'est une sorte d'alter ego de Marcel Bijard, ce genre de vieux militaire qui a eu les honneurs et tout ça, alors qu'ils ont eu des comportements complètement de girouette politique aussi. Donc c'est assez difficile dans certains personnages c'est assez difficile de se plonger dans leur tête, effectivement. Mais même si malheureusement les salauds sont sincères aujourd'hui, il faut quand même essayer de les aimer, ces personnages. C'est pour ça qu'on essaye d'être avec eux, essayer de les comprendre au moins. Toi, Émile, quand tu travailles sur cette période-là, tu te renseignes vraiment très précisément où était la commandant de tour à Bruxelles, etc., etc. Oui, je me documente beaucoup. Oui. En fait, mais c'est un poids aussi. Non, parce qu'en fait, j'ai trouvé une petite perle, en fait. J'ai trouvé une sorte de journal, en fait, d'un juriste qui s'appelle Paul Struy, qui, tous les 6 mois, en fait, faisait un rapport, en fait, sur ce qui se passait au quotidien.
En fait, une espèce d'analyse sociologique. À Bruxelles, ouais. À Bruxelles. Et donc, en fait, à partir de là, il suffit de suivre, en fait, ce journal-là pour savoir ce qui se passait, ce que pensaient les gens à l'époque. Et ça, c'est... Voilà, quoi. Et du coup, c'est complètement objectif, en fait, ce qu'on raconte, quoi. Et voilà, il se trouve qu'en fait, ce personnage, en fait, écrivait ses rapports et les envoyait par la suite à Londres pour que le gouvernement en exil à Londres, en fait, sache un peu ce qui se passe dans la population belge, bruxelloise. Bon, il parlait pas uniquement de Bruxelles, il parlait de toute la Belgique, effectivement. Donc, voilà, quoi. Mais ça, c'est une mine, parce qu'on se plonge, quand on le lit, on est vraiment à cette époque-là. Et évidemment, entre mai 40 et septembre 44, ça évolue. Et ça, il en parle. Et tu t'es basé sur d'autres témoignages aussi, histoire d'avoir les pluralités de vision. Après, j'ai lu un tas de bouquins sur l'occupation de la Belgique, mais qui sont faits a posteriori. Alors que ça, c'est fait sur le moment. Et ça, c'est autre chose. Parce que là, on ressent vraiment l'époque. Et on te dit, à aucun moment, on idéalise la résistance, par exemple. Comme quand tu lis ce livre, en 42, c'est un mythe, la résistance. Et pourtant, lui, il en faisait partie. Alors évidemment, il préfère ne pas en parler, c'est sûr. Mais voilà, pour les gens, ils ne savent pas ce que c'est, la résistance. Ils parlent des mouvements, en fait, politiques, des mouvements de collaboration, en expliquant aussi que ce sont des minorités. Et voilà, et ce que pense, en fait, en gros, la population, il t'en parle. Et c'est passionnant, jusqu'au prix du pain, quoi. Voilà. Et c'est ça, c'est ce qui donne beaucoup de vie, en fait, à mon avis, dans une histoire. Donc, tu as commencé cet album-là fin 2013, enfin le scénario, parce qu'en fait, ça devait être un seul album, puis après peut-être 2, puis après 4. Donc, tu as commencé fin 2013. C'est encore plus simple. En fait, c'est juste une histoire que j'ai commencée et il se trouve que je l'ai divisée en 3 chapitres, une conclusion. Mais pour moi, c'est une histoire qui s'appelle L'espoir malgré tout. Avant d'attaquer le premier album. Voilà, ça, oui, comme je dis, mais c'est normal. Parce que encore une fois, c'est mon brouillon, c'est mon manuscrit. Contrairement à Sandrine, qui, elle, préfère plus être dans l'improvisation, le ressenti. Ça ne veut pas dire qu'un travail est meilleur que l'autre parce qu'on va être dans l'impro ou dans la structure. Bien sûr que non. Mais encore... Si, ça veut dire non. Encore une fois, moi, ce que je fais aujourd'hui, par exemple, je fais la mise au propre, je dessine. Effectivement, je dessine, mais je dessine, c'est mon écriture. En fait, je compare ça souvent à une dissertation. Il y a tous mes brouillons et maintenant je le recopie pour que le prof puisse le lire, c'est-à-dire le lecteur puisse le lire. Non seulement le lire, mais le jouer, parce que moi je me souviens de toi. Ah oui, mais ça c'est joué déjà avant. Quand tu écris, tu es là, tu fais des petits bonhommes, puis tu rigoles tout seul, et puis tu les fais jouer, tu les fais. Alors, non, mais ouais, mais il faut les incarner. Voilà, donc sinon c'est vraiment faut jouer à l'avance pour que ça se soit. Mais moi c'est primordial. Moi je pense qu'un bon auteur de bande dessinée doit être un bon acteur avant même d'être un bon dessinateur. Même à la limite, on s'en fout du dessin. Non, mais il y a une chose qui est évidente, j'imagine que c'est même pareil pour toi, Sandrine, c'est que si on dessine un personnage qui sourit, on se surprend à sourire. On est obligé de rentrer dans le jeu des personnages. Non, mais je crois qu'il faut se prendre pour Dieu aussi. Hein, jusque-là. Non, mais voilà. Alors, si c'est toi Dieu, on a deux, trois petits trucs à régler parce que. Non, mais je veux dire par là, on a tout un univers, on a des personnages qu'on fait bouger, on a des c'est en ça, je dis, on est vraiment dans la création de quelque chose où on décide de tout. Il y a deux questions à poser à Dieu, non, je crois, parce que tu trouves que ça s'est pas très bien passé, l'histoire de France. Non, je pensais à ce que tu disais sur on vit avec nos personnages, effectivement, je sais pas à quoi c'est dû tout ça, mais effectivement, j'ai un personnage qui se casse une jambe à un moment donné, j'ai eu mal à la jambe pendant 3 semaines en tant que scénariste. Donc c'est bien c'est bien à quel point on s'investit dans nos histoires et que ça nous rend un peu fous parfois. En l'occurrence, moi qui suis dessinateur uniquement, je ne suis pas du tout scénariste, j'enlève ma casquette de syndicat. C'est une forme d'écriture aussi, le découpage et le dessin en fait. Notre boulot, c'est de rendre un petit peu la vie à travers nos albums. Et je sais que. Et la vie, c'est l'erreur. Et c'est l'erreur, c'est qu'il faut essayer de garder une fraîcheur, une écriture en fait, quelque chose d'instinctif pour que transparaisse, en tout cas on le souhaite tous, une espèce de vie. Quoi. Donc on essaye que le scénario, on ne le sente pas en fait. Voilà. Il faut qu'il y ait des correctrices qui vont nous corriger des phrasés qu'on a fait exprès faux. Exactement. Pour dire non, c'est pas très français, mais non, c'est de l'oralité. Ouais. Et là, c'est difficile à comprendre. Ouais. On va parler de toi donc, Thomas. Alors, voilà l'album. En fait, c'est une série de 4 albums, c'est bien ça. Pour l'instant, 2. Pour l'instant, il y en a 2 qui sont sortis, 4 albums, comme pour Émile d'ailleurs. Alors, c'est aussi une saga historique, mais peut-être qu'à la différence d'Émile qui se concentre vraiment très vite et très tôt sur ces 2 personnages, qui sont Spirou et Fantasio.
toi, c'est une saga qui embrasse vraiment toute une famille. Que tu as essayé de... 3 générations, oui, que tu as essayé de déposer. Et donc, ce qui va faire que si, quand on lit la bande dessinée, on n'a pas ce genre de problème, le pitch risque d'être un petit peu compliqué à poser, mais on va essayer de le faire toi et moi, hein, je vais commencer. Ouais. Donc, l'histoire démarre par un jeune homme qui s'appelle Romain et qui est accusé de complicité d'attentat. De complicité de terrorisme. Voilà. Ce jeune homme a un avocat, et l'avocat est un peu ce qu'on appellera au cinéma le porteur de caméra, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de suivre, de découvrir les personnages, de découvrir la famille de Romain. Alors, c'est le prisme à travers lequel c'est le prisme à travers lequel on voit tout ça. C'est un peu nous, quoi. C'est celui qui fait l'interface entre nous et cette famille. Alors, on voit dans le tome 1 les grands-parents de Thomas. De Romain. De Romain, pardon, excusez-moi. Romain est vidéaste aussi. Romain est vidéaste. Oui, les grands-parents de Romain. Été... J'ai dit Romain tout à l'heure. Donc on voit dans le tome 1 les grands-parents de Romain, qui ont 2 surnoms, Titi et Nanette. Nénette. Nanette. C'est Jean Tibur, c'est Manette. Voilà. Et on les appelle Titi et Nénette, parce qu'on fait de la bande dessinée, donc on a toujours des surnoms ridicules. Voilà. Dans le deuxième, c'est le père, la génération du père de Thomas. C'est principalement le père Alain qui est au centre de ce tome 2. Bon, et puis le tome 3, c'est à venir. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est votre volonté là Quel est le projet Quel est le projet Justifie-toi. Non, ne te justifie pas, juste tu nous expliques. C'est un peu le problème on nous pose souvent cette question. Non, il faudrait revenir un peu sur la genèse du projet, c'est ça. Hein. C'est une idée de Jeff d'abord, qui est dessinateur, lui depuis une vingtaine d'années, qui a sorti une vingtaine d'albums, je crois. Vous avez fait beaucoup d'albums ensemble. On est amis depuis 20 ans. Moi, je viens plutôt du milieu audiovisuel et cinéma. Et on a travaillé d'ailleurs une première partie de carrière, on pourrait dire, où moi je l'ai amené un peu plus à travailler dans des courts-métrages, documentaires et des choses comme ça. Et là, en deuxième partie, maintenant, c'est lui qui m'amène un peu plus dans le milieu de la bande dessinée. Donc je le remercie, il n'est pas là, mais c'est quand même lui qui fait toute la direction artistique et tous les dessins, la couverture et les couleurs. Et donc c'est lui qui est à l'origine de ça. Je crois, pour en avoir discuté avec lui, que ça correspond à une sorte de volonté de clore quelque chose, clore une décennie. Hein. C'est un peu ça paraît très ambitieux, mais c'est un peu ça. On a vécu, comme tous les Français, j'imagine peut-être comme beaucoup de gens ailleurs aussi, des années très difficiles en 2015-2016, on sait ce qui s'est passé, voilà, émotionnellement assez difficile. Et Jeff, qui lui travaille plutôt dans la BD de genre, on pourrait dire, il a plutôt fait des polars, des thrillers, des choses comme ça avant. Il avait envie d'une création qui serait plus dans un ancrage social. Quelque chose de plus sérieux, sans lui, il voulait être un peu plus utile, comme il dit. Et en même temps, il cherchait un scénariste, il cherchait quelqu'un qui pourrait porter cette parole, parce que lui-même n'est pas scénariste. Et il écoutait Michel Onfray, à l'époque, qu'on commençait à voir beaucoup sur les réseaux, sur Internet, mais qui existe, qui s'exprime depuis longtemps. Et il le contacte, et on va le rencontrer, et c'est Michel Onfray, ce philosophe, qui va nous aider à lancer le projet. Donc on part chez lui, à Caen, on le rencontre, et puis on va passer 3-4 mois ensuite au téléphone, par Internet, à ciseler un petit peu les personnages. On part vraiment des personnages, à imaginer une fresque historique qui reviendrait sur des années. Lui, il pensait partir de 68, moi je l'ai fait repartir de 39-45 jusqu'à aujourd'hui. Et l'idée qu'on a au départ, c'est d'expliquer comment on en est arrivé là. C'est un peu la phrase du dossier de presse, mais c'est un peu la phrase un peu fourre-tout, moi justement, puisque tout est dans le là. Quel est ce là? Moi, le là, pour l'exprimer, comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé au désarroi actuel d'une jeunesse. Je me suis tout de suite mis dans la tête de quelqu'un qui a 27 ans aujourd'hui, qui se prend tout le passé, le post-colonial, tout ce qui s'est passé jusque-là, et qui peut expliquer son désarroi face à l'histoire, face à comment je réagis. Et alors, il se trouve que ce personnage, je le fais vidéaste, et il filme et il diffuse un attentat, mais sans savoir que c'est un attentat, puisque c'était censé être, normalement, il y a un doute. Une inauguration. Tu n'aurais pas dû nous le dire. On met beaucoup de flou, on est assez exigeant dans cette bande dessinée, on part sur des flous, effectivement. Et on pourrait résumer en disant que moi, ce que je cherche à capter, à part capturer du réel, bien sûr que c'est toujours ça l'objectif, capturer le peu de réel qu'on puisse arriver à trouver, c'est dessiner et raconter la rencontre
peut-être pas si fortuite que ça, entre l'apogée de la société du spectacle, qu'on vit aujourd'hui, et le terrorisme, et les représentations du terrorisme. Voilà. À travers ce qu'est l'image, ce qu'elle véhicule, sa propagande. Ce qui me paraît important de dire à ce moment-là, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait... Ouais. Comment j'ai reçu cette bande dessinée, il ne faudrait pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ce n'est pas une thèse, c'est-à-dire c'est vraiment une histoire, vous nous racontez une histoire, elle tient en soi. C'est-à-dire qu'à la limite, si on ne lit pas tout le dossier de presse, si on n'écoute pas tout ce que tu nous dis là, on a vraiment une histoire. Et effectivement, dans cette histoire, à un moment donné, vous soulevez quelques pans de l'histoire de France. Il faut bien comprendre que c'est une œuvre de fiction mais avec une intrigue au temps présent. Voilà. Une intrigue au temps présent. Et on revient par flashback. Comme toi, tu fais pas de flashback, je crois, dans ta bande dessinée. Par contre, Sandrine en fait beaucoup et elle revient. Et voilà, il y a 3 ou 4 flashbacks qui éclairent à chaque fois une période donnée. Donc sur le premier tome, 39-45. 68 et l'après 68 pour le deuxième tome, ça sera le tournant de la rigueur 83, les années 80, et après ça s'accélère un peu pour que ce soit pas que schématique, mais ça se passe effectivement sur 4 tomes et 4 générations. Donc un petit peu finalement comme Émile, 3 tomes et une conclusion en fait. Les 3 générations et puis une conclusion. C'est ça. D'accord. Et une ambition assez large. Ouais, on a un peu d'ambition, c'est pour ça qu'on allait voir Michel Onfray. Michel Onfray nous a tout de suite dit faut avoir du souffle, pensez Wagner, pensez... Et alors, mais je crois qu'il en faut, effectivement, il en faut un peu... Il en faut pour se lancer dans des projets de séries qui nous obligent à nous dépasser un peu, quoi. Dans le dossier de presse, tu dis nous ne sommes pas des historiens. Alors quelle légitimité avons-nous pour raconter ça? Donc je te pose la question, quelle légitimité tu as pour... C'est la question qui gèle n'importe quel artiste s'il commence à se la poser, quoi. Je crois qu'il ne faut pas se poser la question de est-ce que suis-je légitime, parce que sinon tu n'es pas assez bon guitariste, tu n'es pas assez bon pianiste, enfin tu ne seras pas assez bon dans ton domaine, ici il faut faire ses preuves. Donc non, en tout cas c'est ce que nous disait d'ailleurs aussi Michel Onfray, allez-y, racontez. C'est notre vision. Moi, je suis né en 80, je suis peut-être une des dernières générations qui a connu ses grands-parents, qui a vu dans leur regard ce que ça pouvait être, qu'est-ce que ça avait été la guerre pour eux. Et ça, je pense que si nous, les derniers petits-enfants, on a ça, on est légitime à transmettre ce qu'on a vécu, quoi. Ce qu'on a entendu. Un devoir de mémoire, un devoir de raconter encore les choses encore et encore, parce qu'on oublie tout. Enfin, l'être humain oublie généralement tout ce qui se passe, et il faut lui répéter. Et si elle est montée des extrêmes actuellement, c'est bien parce qu'il y a un manque d'éducation, un manque de savoir. Mais après, moi, je suis pas dupe sur l'idée. Quand on parle de passé, on parle surtout de représentation du passé. Et il me semble que la bande dessinée, même ces bandes dessinées qui sont un peu historiques, elles nous renseignent finalement plus sur le temps présent que sur ce qu'elles nous disent du passé. Elles nous disent comment nous, on voit le passé aujourd'hui. Mais c'est pour ça que c'est une histoire, j'imagine dans le titre, une histoire. C'est vraiment une représentation en fait. C'est ça. Mais... Et puis c'est une histoire, là c'est en majuscule sur le titre, mais c'est que des minuscules. D'accord. Et qui est-ce que tu veux convaincre et de quoi? Je ne sais pas si je dois convaincre. Est-ce que je vais rajouter ma pierre à l'édifice sur le fait que les gouvernements successifs détricotent les acquis sociaux et tout ça? Non, bien sûr que ça fait partie de notre propos, mais comme il y a beaucoup de choses qui font partie de notre propos aussi, quoi. On parle des blessures, on parle de l'humain, on essaie de garder ça. Ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en perspective les trajectoires et les comportements dans la société actuelle avec les événements et les faits qui les ont rendus possibles. Moi, je suis un peu un nouveau venu dans le monde des luttes. Non, mais c'est très ambitieux, mais les personnages sont plutôt très bien construits, c'est-à-dire qu'on s'y attache. Peut-être que dans le tome 1, effectivement, c'est un peu le problème peut-être de ces grandes sagas. Dans le tome 1, il faut que tu les présentes, enfin il faut que vous les présentiez un peu tous les personnages, donc peut-être ils se dessinent pas tous exactement avec la même acuité, mais à partir du tome 2, tout ça se pose vraiment très bien, notamment le personnage de l'avocat, Franck. C'est un prénom qui a été facile à retenir pour moi. Ouais. Et donc c'est pour ça que je le place, tu vois. Il se développe vraiment très bien dans le tome 2. Il y a une petite façon
à la fois classique mais quand même maligne de nous amener tout ça, c'est que c'est presque une enquête aussi, un petit Bien peu, sûr. un peu, c'est un C'est peu là où je polar. suis obligé de Voilà. tricher un petit peu. Enfin, il m'a semblé, c'est moi qui ai rajouté l'avocat parce que c'est pas Michel Onfray nous en avait pas parlé. Il m'a semblé voir surgir dans l'espace médiatique beaucoup de figures d'avocats ces derniers temps. Que ça soit Juan Branco chez les Gilets jaunes, que ça soit François Boulot, qu'on voit des figures comme Éric Dupond-Moretti aussi, qui sont des avocats qui sont là, qui occupent un peu l'espace médiatique. Et il m'a semblé intéressant d'utiliser quelqu'un comme ça parce qu'il est un peu aux avant-postes de l'observation du système. Lui, il voit un peu vraiment ce qui se passe chez les pauvres qu'il doit défendre, parce qu'il doit souvent aussi défendre des pauvres, pas que des riches. Et alors, le problème, c'est qu'il faut tricher un peu parce que la vie d'un avocat, c'est un peu chiant en fait. Il lit ses mails le matin pendant 3 heures, puis après il a ses 2 rendez-vous de l'après-midi. Donc non, moi je voulais pas trop tricher et pas en faire un avocat à l'américaine qui va faire vraiment son enquête. Mais voilà, on a décidé de créer une figure comme ça d'avocat un peu borderline, un peu penché sur la boisson, donc tiré aussi sur des choses qui nous plaisent. On peut peut-être penser à un Paul Newman dans le verdict de Sidney Lumet par exemple. Mais voilà, créer une figure intéressante, mais qui a au début un regard un peu cynique, puisque c'est un avocat plutôt coté, parisien, comme ça, qui est embauché justement parce qu'il a l'air d'être un petit peu un pro. Et en fait, c'est sa dégringolade, c'est sa descente aux enfers, ces 4 tomes. Et en fait, c'est son déclassement social qui va se passer. Et il va découvrir quelque chose. Vous savez, en scénario, très souvent, on a soit le roman initiatique, soit la montée et la chute d'un personnage. Mais là, j'avais bien envie de le faire chuter jusqu'au bout et le faire remonter après. Mais ce personnage, c'est celui qu'on préfère, effectivement. De toute façon, c'est celui qui s'impose, je trouve. Ouais. C'est celui qui s'impose, donc c'est très bien. L'histoire a choisi un petit peu le personnage principal. Enfin, moi, je trouve. Ouais, Après, j'attends le tome 3, bien évidemment, mais en tout cas, dans les deux premiers, il s'impose. J'avais quelques questions de dessin. Tu as encore des questions sur l'histoire? Non, mais sur le dessin, effectivement, moi, je trouvais que le dessin était... Moi, je ne suis pas dessinateur réaliste du tout, donc c'est pas vraiment un dessin réaliste, c'est semi-réaliste, on va dire. Ouais. Mais il y a un petit côté Matsumoto dans son dessin qui est très, très joli. Il y a un style qui est vraiment bien. Oui, il y a une volonté, en fait, à mon avis, de dessiner ça, peut-être... surprendre, mais de dessiner ça façon franco-belge. C'est-à-dire que c'est vraiment filmé de façon simple, très souvent caméra, si on imaginait ça en faisant des parallèles avec le cinéma, caméra à hauteur d'yeux. Hein, comme ici. Voilà, c'est la seule façon, il faut le dire à tous les gens qui utilisent des caméras ou qui filment, mettez-vous à hauteur des yeux. Ouais. À hauteur d'homme, c'est pas qu'une parole en l'air. Moi, je déteste les dessinateurs qui disent qu'ils font des plans comme des films, ils mettent leur caméra sur les personnages comme ça, c'est horrible. Je trouve que c'est compréhensible pour les gens, parce que notre métier est plus abstrait, je trouve, que le métier du cinéma. Quand tu dis les gens, je trouve que c'est méprisant. C'est méprisant, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est méprisant. Bon, ben alors, vous ne faites pas du tout comme au cinéma, mais en fait, en tout cas, c'est raconté de façon très simple. C'est-à-dire, il y a très peu d'artifices, je trouve. Il y a quelquefois des choix narratifs, mais il y a très peu d'artifices. C'est pareil, il y a très peu d'artifices aussi dans le dessin. C'est-à-dire, c'est une ligne claire, travail de couleur très sobre, tu l'as dit, je crois. Moi, je suis gentil avec toi. Je relève les trucs intéressants que tu dis, et toi, il faut toujours que, tu vois, j'arrive pas à comprendre ça. Mais j'aime pas les Corses. Oui, mais j'arrive pas à comprendre ça. Bon, je vais vous laisser finir cette émission. Est-ce que tu peux, c'est un peu compliqué ce que je te demande, mais est-ce que tu peux parler un peu à la place de ton dessinateur, nous expliquer comment il a abordé ce projet? C'est compliqué? Je voudrais pas parler à sa place, mais oui, je maîtrise, en plus moi, étant un peu nouveau là-dedans, je maîtrise pas complètement le discours, ligne claire ou pas, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Je sais qu'il a regardé beaucoup de RG avant de se lancer, puis après il a tout fermé, mais il voulait ça, des personnages sans ombre. Il sait qu'il s'efface un petit peu par rapport à l'histoire, mais en même temps il garde son côté un petit peu satirique dans les visages, et un traitement très réaliste par contre du décor. Sur le premier tome, on a vraiment travaillé ensemble. Moi, je peux plus dire ça, parce que comme on se connaît bien, et que moi, je suis réalisateur à côté de ça, on a travaillé avec un logiciel, par exemple. Moi, j'ai modélisé en 3D les décors. Le décor principal, donc sur un logiciel qui s'appelle SketchUp, qui est un truc gratuit qu'utilisent les architectes d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. Pour un scénariste, c'est-à-dire que moi, j'étais le réalisateur. J'ai pu composer. Par contre, il a fallu composer, donc faire
Modéliser 3D, je ne sais pas si les gens imaginent bien, mais c'est on crée en 3 dimensions tous ces décors, mais comme des plateaux, comme sur un plateau de cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière, quoi. Cinéma. Et après, on plonge. Mais il ne faut pas cracher sur le cinéma. Interdit de dire cinéma. Ah ouais? Ah non, on peut pas. Il va falloir recommencer toute l'émission. Et ça nous aide à faire exister vraiment les personnages, les décors, qui sont aussi des personnages. Et c'est un vrai plaisir de travailler comme ça, puisqu'on le voit. Et puis on a l'impression d'être, moi qui suis réalisateur, je vois aussi effectivement que je place les accessoires dans le décor, les personnages, comme on le veut. Alors c'est que des ombres, et puis c'est lui qui va les dessiner en vrai, mais ça aide vraiment pour avoir une vision d'ensemble et créer des planches qui se tiennent, qui ne soient pas improvisées. Merci Thomas. Donc ton livre Une histoire de France, 2 tomes parus, le 3e en mars. Mars-avril prochain, ouais. Émile, on nous dit que, en fait, chez Hergé, il y a eu des morts parmi les personnages. Dans L'oreille cassée, il y en a 2 qui meurent noyés et entraînés par des petits démons. C'est vrai. Donc, Mais ils sont pas morts, ils sont partis en enfer. Marc-Antoine Bredin, tu es auteur, mais tu es aussi syndicaliste. Tu donnes de ton temps, de ton énergie pour défendre la cause des auteurs de bande dessinée. Il y a du travail. Et on voudrait vraiment ici, moi je voudrais, Lewis je sais pas, on voudrait vraiment vous remercier pour tout le travail que vous faites. Parce que généralement les auteurs, on est grosso modo tous un peu individualistes, on est tous un peu chez nous, on a du mal. Un troupeau de chats. Voilà. et donc il y a quelques personnes qui donnent de leur temps. Donc au nom de tous mes camarades... Je suis pas tout seul, mais merci pour tous voilà. et toutes. Nous vous remercions. Pardon, excuse-moi. Donc, quels sont les sujets que tu voudrais aborder ? Que je voudrais aborder. Il y a un sujet qui me tient à cœur parce que il y a l'année 2020 qui s'annonce et que dans cette année 2020, il y a tout un projet qui a été construit de mettre en lumière la BD. L'année de la BD. Voilà, BD 2020, l'année de la BD. Par le ministère. Par le ministère. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport qui était rendu au ministre. Et une des préconisations, c'était un rapport de Pierre Langheretti, c'était de faire une année de la bande dessinée pour mettre un petit peu en lumière la bande dessinée. C'est absolument une bonne idée en soi, pourquoi pas, mettre en lumière la bande dessinée. Évidemment, moi, avec ma petite casquette syndicale, mon souci était, et les auteurs dans cette année de la BD, quelle est la place de l'auteur dans cette année de la BD. Donc, moi, et puis évidemment mes petits camarades, et puis d'autres aussi organisations, on était au Snack BD, il y avait les EGBD, États généraux de la BD, et aussi le Snack BD, c'est le syndicat. Syndicat, c'est Syndicat national des auteurs et compositeurs. Il y a un groupe BD dedans, excusez-moi de tous ces acronymes. Non, mais c'est pas grave. Et ensuite, il y avait aussi la Ligue des auteurs professionnels, et on s'est dit, on va essayer de faire des demandes pour que cette année de la BD soit un petit peu remettre au cœur de cet événement, remettre l'auteur à la place de l'auteur. Donc on est parti sur trois demandes. C'est-à-dire qu'il y avait une étude sur la situation des auteurs, parce qu'il y en a une qui était en 2014, mais voir un petit peu l'évolution, ce qui se passe, parce que c'était déjà pas glorieux en 2014, puisqu'il y avait quand même 50% des auteurs en dessous du SMIC, 36% en dessous du seuil de pauvreté, et avec, avant les différentes réformes je vous fais un résumé, mais il y avait plein de réformes qui sont tombées depuis, et forcément, on a un petit peu peur que la situation se soit malheureusement pas arrangée. Du coup, on avait cette demande de faire une nouvelle étude. On avait aussi une demande un petit peu qui était une aide d'achat de matériel, parce que, tu parlais de matériel informatique pour faire de la 3D. Il y a toujours plus ou moins, et plutôt plus que moins d'ailleurs, de besoin de matériel. Donc, cette aide je me permets de te couper, que cette aide qui existe. Qui existe déjà voilà. dans les arts mais pas pour plastiques. Nous. Mais pas pour nous, mais qui existe. On est attaché au livre, c'est assez différent. On est attaché au livre. Donc effectivement. Donc ça, c'est une deuxième demande. Et surtout, il y avait une troisième demande qui nous semblait très importante, c'est pour remettre, parce que les événements, on sait très bien comment ça va se passer, une année de la bande dessinée, ce qui va y avoir des événements en bande dessinée où on va inviter les auteurs. Et dans les événements BD, quand on invite les auteurs, qu'est-ce qu'on leur demande en général ? Des dédicacés. Des dédicacés. Voilà. Donc, on s'est dit, OK, c'est très bien, c'est super la dédicace, mais peut-être ça serait l'occasion de cette année 2020 de faire une espèce d'année de test pour mettre en place une forme de rémunération des auteurs à la présence. C'est-à-dire que on invite les auteurs, ils sont souvent rémunérés pour les faire des tables rondes, des ateliers et tout ça, mais rarement pour venir dessiner, rencontrer leur public.
Ça nous semble être une injustice par rapport au secteur de la bande dessinée et par rapport au milieu du livre. Et donc, on voulait profiter de cette année pour essayer de rétablir ça et faire une proposition d'une rémunération minimale, quelque chose qu'on avait déjà proposé d'ailleurs en 2017 au niveau du syndicat, afin de rétablir cette injustice-là. Injustice parce que dans les milieux de littérature jeunesse, ça existe déjà. Ça existe déjà. En l'occurrence, effectivement, une rémunération qui a été mise en place, une rémunération d'atelier et rencontre qui est effective, qui a été aussi soutenue par le CNL et puis par la SOFIA pour parler d'acronymes qui correspondent au livre. Et par ailleurs, il y a toujours ce problème de présence d'auteurs qui notre réalité à nous, auteurs de BD, c'est que notre présence, en fait, c'est d'être derrière une table à faire des dessins en général, quoi. En tout cas de rencontrer notre public. Ce qui est à la fois très sympathique, en général on n'a pas forcément des mauvais moments, les organisateurs sont très agréables et tout ça pour la plupart. Alors justement, il y a toujours cet argument de la promotion, qui ne tient pas la route, puisque quand on est 30 auteurs invités à un festival, c'est plus le festival qui bénéficie d'une promotion, c'est-à-dire soit l'organisme invitant qui c'est une mairie pour avoir un petit rayonnement culturel. Évidemment, il y a des libraires et des libraires qui vont vendre des bouquins, il y a des éditeurs aussi en profiter. On va dire oui, mais les auteurs en profitent aussi parce qu'ils vendent leurs bouquins, sauf qu'un bouquin, on sait tous ici que sur un bouquin, on va dire 10 euros, au mieux on a 1 euro de droit d'auteur, donc il faut en faire énormément pour commencer à vivre de la dédicace, on va dire. Bref, ça n'a pas d'incidence sur nos revenus, le fait d'avoir des dédicaces. Donc du coup, donc on avait rencontré dans ce cadre de ce projet-là, de rencontrer divers partenaires, tous assez ouverts d'ailleurs, notamment les organisations de festivals, assez ouverts sur la question. Évidemment, tout ça demanderait des discussions de fond pour la mise en place. C'est pas simple parce que c'est vrai que les événements BD sont souvent déjà avec une économie fragile. Et puis ça serait demander une participation au public. Et ça, alors potentiellement, après justement, c'était à voir la manière de mettre en place tout ça. Mais on avait surtout, parce qu'on voulait aussi, on avait un projet assez concret, c'était une partie qui était rémunérée, on était sur une base de la charge, justement, le tarif signature, qui est à peu près je crois, de 212 euros, pour être précis, par jour. Mais du coup, pour cette année test, on ne voulait pas non plus saigner tout le monde, on voulait que ça soit sur un festival dans son ensemble. C'est-à-dire juste une petite participation de 212 euros. Je vais me permettre de te couper 2 secondes, juste parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, ce qui se passe, notre crainte, tu me dis si je résume bien, mais bon, je pense que j'ai la résume bien puisqu'on la partage tous. Notre crainte, c'est que cette année de la bande dessinée, finalement, tourne, pour nous les auteurs, uniquement à des participations dans des festivals. Et finalement, qu'on soit obligé de prendre ce train-là, et c'est un train qui nous satisfait pas vraiment, qui rapporte pas grand-chose. En soi, une année consacrée à la bande dessinée, très bien, mais soit on nous propose des choses très inventives, très nouvelles, pourquoi pas, on les attend pour l'instant, soit si ça va tourner comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va aller dédicacer en festival. Alors là, on n'y trouve pas notre compte. Il y a quand même des choses qui vont être proposées. Il y a tout un programme, on fait partie avec le syndicat du comité de pilotage. Bon, c'est très compliqué parce qu'il y a 30 participants, on a 2 minutes chacun. Alors moi, je suis toujours avec mes inquiétudes sur la rémunération des auteurs, donc j'ai pas beaucoup de temps de placer grand-chose d'autre. Toujours est-il que ça fait partie, cette inquiétude-là, effectivement, d'avoir des événements où tous les auteurs sont invités, mais factuellement, une population qui est en difficulté et on sollicite pour venir faire du travail gratuit, ni plus ni moins, on se trouvait ça un petit peu problématique pour le moins. Surtout qu'on peut rappeler quand même qu'on est dans un contexte où les auteurs se sont vus ponctionner de 8% de leurs revenus pour une retraite complémentaire obligatoire qui correspond à peu près à 1 mois de salaire dans l'année. Ça, c'était effectivement, et on s'est battu et on a obtenu un taux à 4% pour les revenus les plus modestes, on va dire. Ouais. Ça n'a pas été inutile la mobilisation, parce qu'on a toujours une espèce de légende, ça sert à rien de se mobiliser, de toute façon c'est perdu d'avance. Non, en fait, pas du tout. Par moments ça sert, même si on a l'impression de faire un débrayage de dédicace, on se dit mais tout le monde s'en fout, le débrayage de dédicace. Mais en fait, y a quand même des gens qui nous écoutent. Moi je me souviens de cette anecdote qui est assez révélatrice pour moi, qui a déclenché le fait où je me suis dit, en fait, c'est hyper important qu'on soit rémunéré en salon festival. Parce qu'il y a un gros festival m'a appelé suite à un débrayage qu'on avait fait. Il m'a dit,
mais vous pouvez pas, une annonce de débrayage, vous ne pouvez pas faire ça, vous nous prenez en otage avec tout le champ lexical de la grève pour du travail gratuit, c'était parfait. Et après, c'était surtout la conclusion, c'était, mais vous vous rendez compte, monsieur, que moi, une organisatrice donc professionnelle, vous vous rendez compte que moi, je vis de la BD, alors que nous, on faisait juste 2 heures de débrayage pour essayer de discuter de nos problèmes d'auteur, essayer ensemble de trouver des manières dont, ne serait-ce que d'informer le public des auteurs, ce qui est pas toujours simple, parce que comme on l'avait appréhendé là, c'est que les auteurs sont très, chacun dans leur coin, c'est pas toujours facile de faire passer l'information. C'est ce qui se passe déjà dans d'autres pays, c'est-à-dire que les auteurs sont parfois rémunérés quand ils font des séances de dédicaces. Alors il y a des choses, ça commence à se mettre en place, il y a même en France, il y a des festivals qui commencent à le faire, parce qu'il y a la discussion quand même commence à passer. Mais disons qu'effectivement, on est loin d'une systémisation des rémunérations, des rémunérations en présence. Alors que n'oublions pas quand même que c'est quand même l'auteur qui est au centre et qui crée l'attraction d'un festival ou d'un événement salon de bande dessinée. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, par exemple, les auteurs payent eux-mêmes leur voyage, leur hôtel, leur bouffe, leur stand, et après ils sont payés en faisant des dédicaces et en vendant des originaux. Donc on est quand même dans un système qui n'est pas à l'américaine, et heureusement. C'est complètement différent. Tous les événements BD liés à la France, au territoire, aux francophones, c'est complètement différent. Et l'idée, c'est pas d'exploser le tissu qui existe, surtout que c'est des gens souvent motivés et qui donnent aussi de leur temps, d'une certaine manière, pour faire en sorte de mettre la BD un petit peu en lumière. Donc, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est justement, au contraire, d'essayer de trouver ensemble une solution, mais évidemment, qui demande quand même un effort de participation financière. Alors, qui porterait le coup ? Encore une fois, nous, on est en discussion avec les différents acteurs. Et je vous avouerai que l'acteur qui nous pose le plus de problèmes, mais peut-être qu'il va évoluer sur son point de vue, c'est quand même les éditeurs. Parce qu'il y a des sur les festivals ou les événements où il invite les auteurs, nous, on voudrait qu'ils participent à hauteur d'un tiers. Sur ces 200 €, ça fait cette somme assez ténue, hein, ça fait vraiment parfois pour des gros éditeurs 5 000 € à investir en plus. Donc on est vraiment dans un budget qui n'est pas du tout celui des plantes, ou c'est encore en deçà. Et malgré tout, il y a une réticence parce que je pense que le principe de se dire mais on commence à payer les dédicaces, la panique avec les libraires, alors que nous on insiste et encore une fois, hein, pourquoi pas les libraires, mais pour l'instant on est vraiment sur les événements. Très bien. J'aurais aimé prendre une minute pour parler d'un petit événement, voilà, enfin de Yann Lindingre. Donc alors, je vais essayer, je vais lire parce qu'il y a des choses quand même importantes. Donc Yann Lindingre, c'est l'ancien rédacteur en chef de Fluide Glacial. Et Fluide Glacial, c'est un journal de bande dessinée qui est connu sûrement par beaucoup d'entre vous, qui a été créé par Marcel Gottlieb. Alors, Yann Lindingre est attaqué pour la 2e fois en diffamation par un auteur dont j'ai complètement oublié le nom. Mais il faut savoir que cet auteur a perdu en première instance, il a perdu au pénal, et d'après ce que je comprends, il ne lui reste plus qu'à attaquer au civil, et il réattaque une fois de plus Yann en diffamation. Alors, je vais me permettre de vous lire vraiment, et je vous demande pardon, c'est pas très professionnel, mais de vous lire un petit peu la prose, mais vraiment juste le début de cet auteur qui attaque Yann en diffamation. Donc je vous lis quelques mots. Alors, si on fait abstraction des horribles crimes de masse commis par le Troisième Reich, et voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là. Donc, il y a une espèce comme ça de goût chez cet auteur de la dictature, du fascisme, de l'ordre. Voire de l'ordre, effectivement. Mais dans le mauvais sens du terme. Mais dans le mauvais sens du terme. Et il s'avère que cet auteur se revendique aussi de Marcel Gottlieb, donc le créateur de Fluide Glacial, qui, rappelons-le, est juif, a porté l'étoile jaune. Donc à un moment, Yann s'est senti quand même comme investi de répondre à ce garçon-là. Et comme ce garçon vit aussi pas mal du fait qu'on parle de lui, comme ça, de ce genre de choses, Yann se retrouve attaqué pour la 2e fois. Donc je voulais le signaler, dire que... Surtout que ces gens d'extrême droite sont souvent très très procéduriers. Oui, très procéduriers. En plus, il y a vraiment des appels sur le net, etc. On va pas rentrer dans les détails parce qu'il ne faudrait pas lui faire trop de pub. Mais c'est juste pour dire à Yann que voilà, on est avec lui, on pense à lui. Il a eu beaucoup de problèmes pour payer ses avocats. Là, c'est à peu près réglé. Il y a une cagnotte qui a été faite.
On est à peu près certain que vu qu'il a gagné pour l'instant tous les procès, il va continuer de gagner. Mais voilà, Donc ce qui est bien, c'est de voir qu'effectivement, il y a toujours une solidarité, et de plus en plus, entre auteurs de bande dessinée, sur un peu tous les sujets, alors qu'avant, nous prenait pour un troupeau de chats, comme disait Boulet. On est plutôt coude à coude sur des sujets comme ça. En tout cas, merci beaucoup aux médias, vraiment de nous accueillir, de laisser cet espace. Parce qu'on devient la seule émission de bande dessinée francophone. Peut-être qu'il y en a au Québec. Je sais pas. Merci encore à vous. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé à cette première, vraiment. On vous remercie beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.